Bonjour Laurence Rossignol. Bonjour. Vous êtes sénatrice de l'Oise, vous êtes socialiste, vous avez été membre des gouvernements de Manuel Valls. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que cette présence médiatique de François Hollande, cette omniprésence médiatique de François Hollande en ce moment? C'est une bonne nouvelle pour lui, son livre se vend bien. Ouais. Il retrouve auprès des lecteurs de son livre l'affection qu'il avait perdue des électeurs. Donc c'est bon, je pense, pour son moral et son estime de lui-même. Excellent. Voilà, il apporte, et pour sa famille politique. Il apporte sur une série de sujets, en particulier sur les sujets internationaux, sur les sujets de défense, sur les sujets qui sont de la compétence du président de la République, un éclairage qui est utile. Maintenant, on est en 2018, il faut éviter de spéculer sur la suite qu'il entend donner à ce retour littéraire. Je ne vais pas spéculer, mais simplement vous interroger sur, par exemple, le passé tel qu'il le voit. Il a fait jeudi dernier une conférence qui était une forme de premier bilan. Et ce qu'on comprend de sa lecture des événements qui l'ont amené à renoncer à se présenter, c'est que c'est la faute des autres. Vous vous sentez concerné ? Non, je ne me sens pas concernée par les autres, parce que moi j'étais au gouvernement oui. Et j'ai été aussi loyale que je l'ai pu, tout en marquant un certain nombre de désaccords dans les moments les plus difficiles. Écoutez, je pense qu'on n'a pas fait l'inventaire du quinquennat, et on ne l'a pas suffisamment fait à l'occasion du congrès du Parti socialiste. Et comme cet inventaire n'a pas été fait par les socialistes qui sont encore en activité aujourd'hui, ça laisse effectivement la place pour François Hollande pour donner sa propre lecture. Pour ma part, je pense qu'on ne peut pas dire que tout est de la faute des frondeurs, que tout est de la faute des autres. Il a amorcé quelques autocritiques. La première, c'est la déchéance de nationalité, sur la loi travail également, sur le fait de ne pas avoir accordé la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. Mais il y a autre chose peut-être dont il faudrait qu'on parle aussi, c'est quel est le sens d'un gouvernement socialiste aujourd'hui? Qu'est-ce que la gauche a apporté à un pays? Et si on ne tire pas les enseignements de 2012-2017 là-dessus, on aura du mal à expliquer aux Français en quoi demain on peut de nouveau être utile si on gouverne. Est-ce que je dois comprendre de ce que vous dites que Olivier Faure n'est pas forcément le mieux placé pour faire tout ce travail de bilan et de reconstruction du PS? Il est le mieux placé puisqu'il est le premier secrétaire du Parti socialiste. Par fonction. Aucun autre que lui n'est placé. Mais est-ce que c'est lui qui, à votre avis, peut être celui qui va reconstruire? Il en a le devoir. La possibilité? Et il faut qu'il la trouve, qu'il la suscite, qu'il mobilise les socialistes dans leur diversité. Ce qui n'est pas le cas pour le aujourd'hui. faire. Il commence, voilà. Son mandat a commencé il y a 2 mois. C'est trop tôt pour juger. Et puis je crois qu'on a besoin aussi d'être un peu solidaires et un peu amical les uns avec les autres. Ce qui n'est pas le cas? De votre part, si, sûrement, mais des autres, pas encore? Ce qui est un devoir qu'il faut toujours rappeler. Les mauvaises habitudes peuvent revenir. Du côté de la gauche et la droite et la gauche, je ne sais plus très bien, Emmanuel Macron a des soucis avec sa majorité. Un certain nombre de voix s'élèvent au sein de sa majorité même, ce qu'on appelle par exemple la bande de Poitiers. Et puis un certain nombre d'économistes ont pris la plume ce week-end pour dire qu'il fallait rééquilibrer à gauche. Que doit-il faire? Peut-être il doit changer de méthode, et puis peut-être aussi doit-il changer de philosophie, de paradigme. Toute la politique qu'il mène depuis 1 an est une politique qui a été portée par les néoconservateurs libéraux partout en Europe et aux États-Unis, qui consiste à penser que plus on allège les impôts sur les plus riches, mieux l'économie se porte. Or, la France a jusqu'à présent assez bien résisté à cette théorie-là. Et je le dis aussi bien d'ailleurs sous Chirac que sous Nicolas Sarkozy et bien entendu sous François Hollande. Résister à cette théorie, c'est-à-dire plus on alourdit les impôts sur les plus riches, mieux elle se porte, c'est ça? Non, la France a refusé de démanteler ses systèmes de protection sociale, ses systèmes de solidarité, au profit d'une idéologie qui n'a pas totalement fait ses preuves dans aucun pays jusqu'à présent. Mais en effet, les impôts sur les plus aisés ont été alourdis, en particulier dans le dernier quinquennat. Bien sûr, les impôts sur les plus aisés ont été alourdis. Mais ça a fonctionné ? Écoutez, ce qui a fonctionné, c'est que parallèlement, François Hollande a mené une politique qui a d'ailleurs fait beaucoup discuter à gauche, qui était à partir du CICE et du tournant de 2014, dont on voit aujourd'hui qu'elle produit des résultats. Sur le plan économique, voilà, les
statistiques qu'on a eues ce matin, les études sur l'attractivité de la France, Ça, c'est pas forcément lui, hein. Ça a changé depuis un an, comme ça ne vous a pas échappé. Un an, comme dit Emmanuel Macron, il lui faut du temps pour avoir les bénéfices d'une politique. Donc j'imagine que ce qui a changé en 2017... a changé quand même. La manière dont le pouvoir exprime sa relation à l'entreprise a changé. Vous trouvez ? Et ça, les sièges sociaux étrangers... Je me souviens de Manuel Valls au congrès du MEDEF en train de dire « entreprise, je vous aime ». Donc le rapport avait déjà changé depuis fort longtemps à l'entreprise. Peut-être ça n'avait pas franchi les limites de Jouy en Josas. Mais aujourd'hui, l'image de la France à l'étranger n'a pas changé selon vous ? L'image de la France auprès, effectivement, des investisseurs et auprès des pays qui, justement, sont des pays libéraux, auprès de la Commission à Bruxelles, a changé. Ouais. C'est-à-dire que la France, effectivement, apparaît comme un pays qui est prêt à faire tous les sacrifices sociaux et humains pour privilégier sa place dans la compétition et la concurrence internationale. Mais ça n'est pas une bonne nouvelle, selon vous. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ce après quoi on court, les fameux 3%, la compétition internationale, est totalement déstabilisée par ce qui se passe aussi bien en Europe que dans le monde et à l'OMC. J'ai parfois l'impression que le gouvernement d'Emmanuel Macron continue de courir après les objectifs d'il y a quelques années, alors que le monde est en train de totalement changer, que nous avons besoin aujourd'hui à la fois que la France soit solide et unie. C'est très important. Ça, c'est la philosophie qui manque à Emmanuel Macron, oui, c'est ça ? Oui, unifier les Français, les rassembler autour d'un but commun qui n'est pas simplement le fait de s'adapter au libéralisme, et puis aussi être fort en Europe, mais en étant capable d'opposer à la Commission une autre voie pour l'Europe. Parce que ce que l'on constate, c'est que ça ne marche pas, ce que la Commission attend des pays européens. Et aujourd'hui, et je finis juste, ce qui s'est passé ce week-end au G7 prouve que les États-Unis, avec Donald Trump, sont en train de revoir toutes les règles du commerce mondial. Et nous, on est toujours en train de courir après les mêmes. Ça fait des années que la France essaye d'imposer une autre voie à la Commission européenne, à l'Europe, à l'Allemagne. Et ça fait des années que les Européens, l'Allemagne en particulier, nous répond faites d'abord le boulot chez vous. Quand vous serez fort, vous pourrez essayer de nous imposer une voie. C'est pas comme ça que ça se passe en Europe ? C'est comme ça que ça s'est passé, mais ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que l'Europe est en difficulté, en danger. La montée des populismes, la montée de l'absence de sentiment de solidarité européen, d'une partie du nombreux pays qui pensent que dans l'Europe, il y a à prendre et peu à donner. Et puis surtout, la nouvelle donne qu'est en train d'imposer Donald Trump, qui va imposer et qui devrait imposer à l'Europe de se penser autrement et d'être un môle à la fois de protectionnisme européen, mais surtout assis sur un modèle social qui soit capable de surmonter le populisme. Or, ça, je ne le vois pas. Et Emmanuel Macron doit aussi porter ça en Europe et au plan international. La situation est différente de ce qu'elle a été, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Vous êtes sénatrice de l'Oise, donc sûrement, en tant que socialiste, en plus très attentive à ce qui se passe dans la région capitale. Anne Hidalgo, maire de Paris, qui commence même à être contestée au sein de, disons que sa famille politique. Gaspard Ganzer est en train de dévoiler le fait qu'il pourrait être candidat. Gaspard Ganzer, socialiste, a été très proche de François Hollande. C'est le bon moment pour lancer les hostilités 2 ans avant ? Pour les adversaires d'Anne Hidalgo, visiblement, ils sont impatients, ils sont pressés. Et ils veulent en découdre. Ce que j'observe, c'est que pour le moment, ils ont beaucoup de critiques sur Anne Hidalgo, mais je ne vois pas quel est le projet pour Paris qu'ils présentent. Moi, je ne suis pas parisienne, j'y vais pour le Sénat, j'y passe un peu de temps, mais je ne suis pas impliquée. L'Oise et Paris, nous, on est dans la Haute-France. Oui, enfin, c'est tout de même c'est un ensemble. Non, vous ne pouvez pas être indifférente à ce qui se passe. Mais Paris intéresse toute la France. L'image de Paris intéresse toute la France. Je pense qu'Anne Hidalgo fait une politique qui est à la fois une politique juste, ambitieuse en termes d'unification sociale. Justement, elle préserve l'équilibre des quartiers. Elle est très attentive aux quartiers populaires et aux classes moyennes. Et donc vous la soutiendrez si elle se représente, ce qui a l'air de ne pas poser de... Bien entendu, et je vois que dans les critiques qui sont faites à l'encontre d'Anne Hidalgo, beaucoup sont des critiques qui tiennent au fait qu'elle est une femme. Toujours une virulence. Un système, ça ? Non, c'est toujours une virulence particulière à l'encontre des femmes en politique dont elles sont... Quand le Vélib, l'Autolib, la propreté, ça ne marche pas, c'est parce que c'est une femme ? Mais en fait, ça ne marche pas. Ça marche bien quand même, d'un certain point de vue. Les Parisiens ont été heureux du service que leur a apporté à la fois Vélib et Autolib. C'était très expérimental. Je ne rentrerai pas dans ces dossiers, mais je pense que dans le dossier Autolib, il y a aussi des discussions avec une entreprise qui était chargée de mettre les véhicules à disposition. Et donc, vous soutiendrez Anne Hidalgo autant que possible. Merci, Laurence Rossignol.